De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher. Cube Radio. Oui, les nouvelles sont bonnes. Oui, les taux d'hospitalisation sont en train de baisser. Oui, la vaccination, ça marche, mais la COVID rôde encore. Et il y a un des effets secondaires pas banal de la COVID-19, c'est la perte de l'odorat. Peut-être que vous vous dites, c'est pas grave, tu sais, c'est temporaire. Pis ça. Non, il y a des gens qui ont vraiment, plusieurs mois après avoir contracté la COVID-19, qui continuent à ne pas pouvoir ressentir, et c'est très débilitant. On va parler de tout ça avec Dr. Richard Béliveau, qui est docteur en biochimie et qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Dr. Béliveau, bonjour. Bonjour. J'ai trouvé absolument passionnante votre chronique de ce matin sur la perte d'odorat parce que on peut penser que c'est quelque chose d'assez anodin, mais c'est très grave comme symptôme de la COVID. Bon, c'est sûr que c'est pas un décès, on n'en meurt pas, mais ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Oui, tout à fait. C'était surtout un des rares signes cliniques très, très fiables pour un diagnostic de COVID. Dans les études de suivi, c'était entre 40 et 96 patients qui développaient la COVID qui avaient de l'anosmie. Une perte de l'odorat pouvait aboutir à une perte complète de l'odorat chez 18% des patients atteints de la COVID. Donc, c'est pas un peu, c'est beaucoup. Et là, il y a des travaux de recherche qui montrent que les raisons pour lesquelles c'était un bon marqueur de l'infection à la COVID, c'est qu'on a une région dans le nez qui s'appelle l'épithélium olfactif. Et dans cette zone-là qui détecte les odeurs, c'est une toute petite surface du nez dans la région supérieure du nez. C'est environ 2 cm². Il y a un petit volume d'air qui atteint cette zone-là, mais c'est là que toutes les odeurs sont détectées. Et c'est cette zone-là qui communique par des neurones olfactifs directement avec le cerveau. Et on pense que le virus pénétrerait le cerveau, les effets neurologiques de la COVID se feraient par les neurones olfactifs et la voix, parce que normalement, le cerveau, par sa barrière sans cerveau, sa barrière hémato-encéphalique, est isolé de la circulation sanguine et des infections virales, mais les symptômes neurologiques ou psychologiques qu'on observe avec la COVID seraient dus à une voie de pénétration par les neurones olfactifs vers le cerveau que le virus utiliserait. Alors ça, c'est complètement nouveau, ça vient juste d'être découvert et ça nous permet de mieux comprendre ce virus-là qui est extrêmement compliqué. Oui, compliqué, puis c'est important que vous disiez, Richard Béliveau, que c'est quelque chose qu'on vient d'apprendre parce qu'on a l'impression qu'avec le coronavirus, chaque jour ou chaque semaine, il y a des nouvelles informations. Pourquoi c'est important de savoir ça, de connaître cette brèche-là que le coronavirus utilise? Est-ce que ça peut permettre d'orienter, mettons, les recherches à venir? Exact. Parce que l'impact qu'on pensait peut-être moindre sur le cerveau est finalement plus important que ce qu'on pensait? Oui, en fait, les gens récupèrent bien. L'anosmie, 72% des gens récupèrent en moins de 30 jours, 95% récupèrent après 90 jours. Même s'il y a des neurones, certains de ces neurones olfactifs-là vont mourir. C'est important de se rappeler que les neurones olfactifs, c'est un type de neurones pour lesquels il y a de la neuroplasticité, qui sont capables de se renouveler, qui sont capables de se régénérer. Wow! Oui, c'est très rare. Il n'y a pas beaucoup de régions du cerveau où on a une neurogénèse, mais les neurones olfactifs sont un des types de neurones qui sont capables de se régénérer avec des cellules souches neuronales. Donc, si le coronavirus en détruit quelques-uns ou quelques-unes, je pense que c'est féminin, neurones, si le coronavirus en détruit quelques-unes, on est capable, notre organisme en reproduit d'autres. Donc, on compense comme ça. Exact. En fait, comme vous le dites, ce qui est important de comprendre en recherche scientifiquement, c'est pas juste de traiter l'infection. Il faut aller à la base. Oui. Quand on regarde un iceberg, on voit juste la pointe de l'iceberg. Ça, c'est la pandémie qu'on a vécue. Mais en dessous de ça, il y a toute une complexité du mécanisme d'action. Et ce qu'on va comprendre avec ce virus-là, ça va nous permettre de mieux
envisager d'autres types d'infections, d'autres types de maladies. En fait, le virus devient un instrument de compréhension du cerveau puis des mécanismes infectieux. La quantité d'informations qu'on va avoir retirées de cette pandémie-là d'un point de vue scientifique, pas juste avec les vaccins ARN, mais dans notre compréhension des mécanismes d'infection virale, parce que là, on avait la clé, on connaissait la clé, la protéine S du virus qui lui permettait de rentrer, et on connaissait la serrure, la récepteur ACE2 qui permettait au virus de rentrer dans les cellules. Et ça, c'est très rare dans les infections virales qu'on a cette information-là dès le départ. Donc, on a acquis une quantité absolument phénoménale d'informations scientifiques et cliniques avec ce virus-là, avec cette pandémie-là, qui vont nous permettre d'être plus efficaces dans d'autres types d'infections virales pour lesquelles on n'a pas beaucoup d'informations. Mais Dr Béliveau, je vous trouve beaucoup trop enthousiaste. On a l'impression, je vous imagine dans vos laboratoires, là, avec votre sarrau blanc, en train de vous frotter les mains en disant « Ah, c'est génial, ça va nous permettre de faire avancer la science. » Non, je vous taquine, bien sûr. Non. C'est une catastrophe. Je vous taquine. Je vous taquine. Mais on comprend bien l'image, c'est-à-dire que cette pandémie fait en sorte que les plus grands esprits scientifiques se sont penchés sur le même problème en même temps, ce qui permet... Ce que vous nous dites, en fait, c'est que à toute chose, malheur est bonne, c'est-à-dire que même si ça a été horrible, ça a quand même permis des avancées scientifiques et une meilleure connaissance du corps humain. Donc, il y a quand même un petit peu de positif à sortir de tout ça. On apprend de ses erreurs, puis on apprend de ses échecs, beaucoup plus que de ses victoires et de ses succès, là. Alors, ça, c'est la même chose avec cette pandémie-là. C'est une catastrophe d'un point de vue humain, d'un point de vue populationnel, d'un point de vue souffrance, d'un point de vue détresse, d'un point de vue choc post-traumatique. On va mettre des mois ou des années, dépendant des pays, dépendant des gens, à se remettre de ça. Mais on va avoir mis au point une plateforme de vaccination avec l'ARN qui va permettre de sauver des centaines de millions de vies à l'échelle mondiale dans toutes sortes d'infections virales, infections pour lesquelles on n'avait pas de stratégie de combat. On a mis, malheureusement, c'est toujours en situation de guerre que les connaissances se développent le plus, parce qu'on est dans une situation d'urgence, que ce soit une guerre contre des pays ou que ce soit une guerre contre des microbes, les situations de guerre, et ça fait 1 an qu'on est en guerre, on a appris énormément et on a développé des nouvelles armes. Et une de ces nouvelles armes-là sont les vaccins ARN qui présentent une efficacité absolument extraordinaire et qui vont pouvoir être utilisés dans toutes sortes d'autres indications cliniques que les infections virales, comme l'Alzheimer, le cancer ou d'autres types de maladies pour lesquelles les causes ne sont pas infectieuses, mais sont d'origine métabolique ou physiopathologique. Donc, on va avoir... il faut toujours regarder qu'est-ce qu'on peut retirer de la façon de bien survivre. C'est de regarder le positif qu'on peut retirer d'une situation. Et ça, c'est loin d'être négligeable. C'est un arsenal d'armes de lutte aux maladies absolument inouïes qu'on s'est donné avec cette pandémie-là. Oui. Là, vous avez dit le mot-clé, Dr Béliveau, vous avez dit le mot cancer, puis on sait à quel point vous avez fait de nombreuses publications, de nombreuses recherches, de nombreux livres aussi sur le cancer, la prévention, entre autres, du cancer. Oui. Donc, vous êtes en train de nous dire aujourd'hui ce que certains scientifiques sont en train de dire, à quel point ce vaccin-là, ARN messager, pourrait éventuellement nous aider. Est-ce que ça veut dire que dans un horizon proche, on peut penser que on se ferait vacciner contre le cancer comme aujourd'hui on se fait vacciner contre la COVID? Absolument. Il y a déjà de multiples équipes à travers le monde qui travaillent là-dessus. Je vous rappelle qu'on a déjà un grand succès en oncologie qui s'appelle l'immunothérapie. On est capable d'activer avec des anticorps le système immunitaire à reconnaître les cellules cancéreuses, parce qu'on a tous des cancers à la sortie de l'adolescence. Là, on a déjà des microtumeurs. 100% de l'humanité, 100% des êtres humains ont déjà des microtumeurs. Et il y a une grande proportion de la population qui ne développera pas de cancer avant l'âge adulte très avancé. Et ça, c'est dû à l'action du système immunitaire qui élimine ces microtumeurs-là. Donc, le but de la vaccination anti-cancer, ça serait simplement d'éduquer le système immunitaire à reconnaître les cellules anormales que sont les cellules cancéreuses. Et la façon de faire ça avec les outils ARN, c'est
tout à fait envisageable. On prend une biopsie de la tumeur, on prend une biopsie du tissu à côté de la tumeur, et là, on fait une analyse avec la génomique, avec le protéomique, avec les outils de la bioinformatique et de l'intelligence artificielle. On a des outils informatiques et des outils biochimiques absolument inouïs. On est capable de faire un portrait robot de tout le matériel génétique de la tumeur versus le tissu sain à côté et d'établir les différences qu'il y a entre les deux. Et ces différences-là correspondent à des séquences d'ADN. On peut prendre ces séquences d'ADN-là, les traduire en ARN et faire injecter au patient cet ARN-là. Et là, le système immunitaire, vos cellules vont produire la protéine qui correspond à l'ARN et votre système immunitaire va faire des anticorps contre cette protéine-là. Par conséquent, il va donc éliminer les cellules cancéreuses. Donc, c'est pas de la science-fiction. C'est déjà là. Il y a déjà des gens qui travaillent là-dessus. Et dans moins de quelques années, pour pas dire quelques mois, on va avoir des essais cliniques qui vont se faire de cette façon-là. Donc, Attendez, quelques mois? Là, je suis sans mots. C'est le cas de le dire. Oui, parce que c'est très rapide générer de l'ARN. Moderna et Pfizer, ils ont fait ça en quelques jours. Produire de l'ARN. Quand on est obligé de produire des protéines, c'est compliqué parce que c'est un alphabet à plus d'une vingtaine de lettres. Mais l'ARN, comme l'ADN, c'est un alphabet qui a juste 4 lettres. C'est facile à faire. Biochimiquement, on est capable de produire ça en laboratoire, dans des laboratoires comme le mien. On a les outils pour permettre de faire ça. On a la science pour le faire. Et ça, il y a des milliers de laboratoires sur la planète qui sont capables de faire ça. On est donc capable de générer des séquences rapidement. Et comme la technologie a été mise au point avec le coronavirus, ben on peut prendre les mêmes formulations, les mêmes enrobages, la même technologie et l'administrer parce qu'il y a pas de, c'est pas comme un médicament de chimiothérapie. Je comprends. Où on s'attend à des effets secondaires épouvantables parce qu'on attaque des cibles thérapeutiques qui ont des fonctions biologiques. Là, on neutralise des protéines qui ne sont à peu près qu'associées à la cellule cancéreuse. Donc, êtes-vous en train de dire, Dr Béliveau, que non seulement on pourrait, dans quelques mois, commencer les essais cliniques de ces fameux vaccins anti-cancer qui boostent, excusez-moi l'expression, le système immunitaire, mais qu'en plus, ce serait une thérapie ou une façon qui n'aurait pas ou peu d'effets secondaires? Ben, c'est ce qu'on a vu avec les coronavirus. Quand on identifie des séquences très spécifiques, quand on identifie la cible thérapeutique de façon très précise, les effets secondaires, c'est toujours dû au fait que la cible qu'on attaque avec un médicament se retrouve également dans des tissus normaux. Et les effets secondaires, c'est comme les dommages collatéraux avec un bombardement classique. Là, il y a beaucoup de dommages collatéraux. Il y en a moins avec un missile guidé par GPS, par exemple. Le parallèle est très bon. On comprend tout de suite. C'est-à-dire que si je prends un fusil et que j'ai une cible devant moi, si je cible, ma balle arrive exactement dans le cœur de la personne que je veux atteindre. La personne est meurt. Mais si on appelle ça de la médecine personnalisée ou de la thérapie. Passionnant. La thérapie ciblée. On développe beaucoup ça dans un laboratoire comme le mien. La nouvelle chimiothérapie, c'est des thérapies ciblées, mais la vaccination du cancer serait un exemple de thérapie extrêmement ciblée parce qu'elle serait adaptée de façon spécifique à chaque patient. Plutôt que d'avoir un médicament global qu'on donne à l'ensemble de la population, les vaccinations anti-cancer, il y en aurait 2 types. Il y en aurait des globales, quand on a des marqueurs qui sont généraux à tous les types de tumeurs pour la population. Mais on aurait également des possibilités de vaccination spécifiques de façon individuelle en fonction du phénotype et du génotype de chaque tumeur. Donc, c'est une révolution absolument inouïe. Pour faire encore une comparaison, puis vous allez me dire si je me trompe, c'est comme du sur-mesure. C'est la différence entre aller chez Simons et acheter le même veston que le voisin ou aller chez un couturier qui va nous faire un veston juste pour nous en prenant nos mesures, en disant, ben toi, ton bras, il mesure, 70 cm. En tout cas, c'est du sur... C'est fascinant. Écoutez, Dr Béliveau, ça fait plusieurs fois qu'on se parle depuis le début
début de la pandémie, depuis le 13 mars 2020. Et à chaque fois, je vous sens tellement enthousiaste et j'aime cet enthousiasme-là parce qu'il est communicatif et surtout, ça nous dit quelque chose sur la capacité de l'être humain quand il croit à la science, quand il mise sur les plus grands cerveaux, et Dieu sait qu'il y en a des grands cerveaux sur la planète. Ouais. Quand on écarte les tatas. Par contre, il y a juste quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez souligné à quel point et Pfizer et Moderna ont mis leur vaccin à ARN au point rapidement. Vous le savez, pour les gens qui sont anti-vaccins, c'est l'argument numéro 1 de dire, ben voyons donc, ça se peut pas. C'est allé trop vite. On est des cobayes. Ça se peut pas. Normalement, en science, ça prend beaucoup plus de temps que ça. Qu'est-ce que vous répondez à ces vaccins sceptiques? Ah mon Dieu, la science derrière ça est d'une solidité à toute épreuve. C'est pas ce qui a été rapide, c'est la mise au point de l'antigène, de ce qu'on administre. L'élaboration des protocoles cliniques s'est fait exactement de la même façon que se fait toujours en vaccination. Il n'y a eu aucun raccourci. Il y a eu, je dirais, encore plus de rigueur que d'habitude parce qu'on avait là des grandes cohortes de patients qu'on pouvait étudier. Voilà. Donc, la valeur des statistiques est encore plus robuste, est encore plus solide. Il n'y a absolument aucune ambiguïté sur la solidité des données cliniques qui ont été obtenues avec ces médicaments-là. Ce qui est l'évolution, c'est l'initiation, c'est le développement de la plateforme ARN. Ce n'est pas, puis on le voit, ça marche aussi bien avec les vaccins qui ont été faits à partir d'adénovirus ou de protéines recombinantes, des vaccins plus conventionnels. Les réponses cliniques sont aussi bonnes et meilleures dans certains cas, dépendant de ce qu'on regarde, là. Donc, c'est pas... Il y a une cohésion dans l'ensemble des études cliniques, que ce soit en Russie, en Chine, avec les vaccins chinois, avec les vaccins russes, avec les vaccins anglais, avec les vaccins américains. La réponse est identique. Les vaccins fonctionnent et on en voit la preuve, comme vous l'avez dit. Ben oui. On a eu 0 mort hier au Québec. C'est un succès de la vaccination. C'est une grande réussite de l'humanité qu'on vient de faire. Combiné à la discipline individuelle dont les Québécois ont fait preuve, je pense qu'on doit être très fiers de ça, puis regarder vers l'avant. Là, on a gagné, on est en train de gagner. On gagne combat par combat chaque jour, mais on est en train de gagner la guerre. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus, à part vous dire merci? Merci pour surtout votre talent de vulgarisateur, votre talent de pédagogue et votre talent de continuer à marteler ces informations-là. Bon, c'est sûr que vous n'avez pas autant de diplômes que Bisoun24 sur Internet ou que Joe Blow sur Facebook, mais c'est quand même sympathique de vous parler. Docteur Béliveau, j'adore ça. Et ben écoutez, moi j'ai eu ma deuxième dose d'AstraZeneca vendredi. Ah, j'en suis... c'est pas à moi qu'il faut dire bravo, c'est les gens qui ont mis au point tous ces vaccins-là. Vous êtes protégés. Vous êtes immunisés, là. Voilà. J'en suis très contente. Merci beaucoup, Dr. Béliveau. C'est important bonne journée. De marteler ces informations-là. En effet, on est en train de la gagner, la guerre, combat par combat. Dr. Richard Béliveau, qui est docteur en biochimie et qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Donc, allez lire sa chronique de ce matin sur la perte d'odorat. Mais j'avoue que son message, quand même, est tellement important. Et c'est vrai que la lumière est plus que proche. On l'a quasiment au bout du nez, la fameuse lumière au bout du tunnel.